Colis. Il y a Roger qui a gagné en 98. Bon, généralement, quand tu gagnes ce tournoi, c'est que tu as quand même une carrière pro qui va être envisagée. Voilà, c'est très compliqué cette année, c'est jamais arrivé à Miami depuis 25 ans qu'il y a un temps pareil. J'aurai de bonnes anecdotes pour toi, je te le promets. Il doit y en avoir de l'ambiance sur les matchs décisifs au couteau. Et ouais les légendes, bienvenue à l'Orange Bowl, on est en Floride en plein décembre pour le mondial des moins de 18 ans. C'est le tournoi le plus prestigieux en dessous des grands chelems pour les juniors, ce qui s'appelle un grade A. Je suis là avec Edge pour vous montrer les méthodes qu'ils mettent en place pour recruter des jeunes pépites dès le plus jeune âge. J'espère que vous allez vous régaler, mettez d'ores et déjà un like à cette vidéo. On y va les gars, vamos. Les meilleurs viennent chercher les derniers petits puntos pour aller chercher le titre de champion du monde. Ouais. Bon, c'est un grada, donc ça veut dire que globalement c'est comme un grand chelem en termes de puntos, comme on dit. Sauf je crois pour le vainqueur, je crois que pour les victoires il y a un bonus pour les grands chelems. Mais ouais, il y a du lourd, tous les meilleurs sont là, chez les garçons. Et tous les meilleurs sont venus ici. Ah bah on va aller voir le tableau, vous allez voir, il y a le tableau avec tous suivez-moi là, il y a tous le palmarès des gamins qui ont gagné. Ouais. Il y a des noms que vous connaîtrez, vous verrez. Donc là c'est quelle catégorie? U18. C'est Under junior. 18, junior. Voilà, donc niveau, les meilleurs, ça joue numéroté. Ils ont des points ATP pour la plupart? Certains, ouais. Pas tous, mais certains, ouais. Et alors comment tu te débrouilles toi pour faire valoir ton œil d'expert, repérer des futures pépites et éventuellement les signer? Comment ça marche? Bah déjà, il faut aller voir les matchs, voir jouer les garçons, essayer de se dire quelles sont leurs qualités et surtout quel est le potentiel. Essayer d'avoir une vision de se disant, essayer d'imaginer le joueur dans 2, 3, 4, 5 ans en travaillant bien. Et essayer de voir ce que ça peut donner en connaissant les facteurs de clé de succès du haut niveau, quoi. Donc en force avec le temps, on sait ce qu'il faut obtenir et avoir pour pouvoir faire ça sur le circuit pro, on le sait. Hein, C'est quoi les critères? On fait un petit tour là-bas? Voilà, Fabrice te le dira aussi, gros service, gros coup droit, grosse qualité physique, grosse envie, sentir le jeu. Enfin, c'est tellement dur chez les garçons maintenant pour passer qu'il faut cocher toutes les cases. Il faut être monstrueux. Quoi. Tu me fais faire une petite visite? Ouais, bien, c'est bon. On est où là d'ailleurs? Tu peux nous dire un peu? On est en le contexte? Plantation. Plantation, c'est un petit peu au-dessous de Boca. On est entre Miami et Boca Raton. Ouais. Voilà, donc c'est là. Alors avant, au tout début, l'Orange Bowl se jouait à Miami Beach sur des terrains en terre battue comme celle-ci. Puis après, pendant de nombreuses années, tiens, viens sur la gauche. C'était sur dur et depuis maintenant plusieurs années, la fédération américaine a voulu rebasculer l'Orange Bowl sur terre battue pour pouvoir construire les joueurs, pour les faire jouer sur terre. Voilà. Donc là, tu vois, tu as tous les champions depuis 1947. Donc on peut voir Petra Matchako qui a gagné il y a 2 ans. Qui est de chez Edge. Voilà, qui est chez nous. Il y a des Cory Goff, Kaya Juvan qui a gagné, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Anna Cogno. Et chez les mecs? Chez les garçons, bah, tu vois. C'est un bon lui. Donc voilà, donc tu vois, les Arthur garçons, Fils. Arthur Fils, Thiago, Otto Vitanen, Hugo Gaston, Kekmanovic qui a gagné 2 fois de suite. Donc c'est-à-dire que le mec il a gagné à 17 ans et à 18 ans. Donc c'est quand même assez monstrueux. Kozlov, Tiafo, il a gagné, Laszlo, Jared, Dominic Thiem, Gianni Mina, Yuki Bambri, Berankis qui était champion du monde en 2007. Marc Rosset. Ouais, et puis Guy Forget. on a du Guy Forget, on a Marc Rosset, Jim Courier, Vince Spadea. Il y a Roger qui a gagné en 98. C'est bon ça. Donc ouais, donc ça veut dire que toi ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des noms que tu reconnais. Alors tu vas dire ouais bon bah c'est bon, si tu gagnes t'es pro. Il y a quand même beaucoup de mecs qui ont gagné et on ne sait pas où ils sont devenus, toi. Bon généralement quand tu gagnes ce tournoi, c'est que tu as quand même une carrière pro qui va être envisagée. Alors après entre être top 100 mondial ou être top 10, c'est encore le chemin est long. Mais il y a quand même des noms, tu vois. Otto Virtanen, je pense que le grand public ne connaît pas. Est-ce que c'est la guerre ici entre les agences pour signer les pépites? Non, c'est pas la guerre. On est tous potes, on a tous plus ou moins les mêmes idées. Non, c'est pas la guerre. Après, c'est une concurrence saine et loyale, on va dire. Est-ce que les mecs, la plupart, chez les juniors, sont déjà signés? Et ça se joue plus tôt? Ouais, c'est ce que je disais. Effectivement, là, à 18 ans, les tout meilleurs sont déjà tous accompagnés. Ils sont accompagnés, ils ont déjà des agents, ils ont des sponsors, ils ont des vrais staffs. Si tu prends les tout meilleurs, ils ont le staff d'un joueur pro déjà. Ça se joue à quel âge du coup? Pour retrouver vraiment les joueurs, généralement c'est entre 12 et 16 ans, entre 12 et même 15 ans que les bons jeunes sont commencés à être détectés et commencent à avoir des propositions pour être accompagnés. C'est sûr qu'à partir de là, tu as des joueurs qui sont... alors tu as beaucoup de joueurs qui vont partir en collège. Là.
D'ailleurs, si tu verras, il y a peut-être un peu moins, tu serais bien un peu plus tôt dans l'année, ben tiens, il y a beaucoup, on va aller par là, tu vois. Faut pas dire toutes les universités américaines qui sont là, qui viennent faire leur marché. Hein. Et donc les tout meilleurs veulent passer professionnels, hein, ils vont directement sur le circuit, mais maintenant avec les nouvelles règles de la NCAA, hein, qui est la fédération universitaire américaine, qui règle toute cette organisation-là, maintenant les joueurs peuvent aller en fac et continuer à faire des futurs, continuer à jouer, même certains jouent des challengers, hein, parce qu'il faut savoir que le niveau des facs américaines, pour les tout meilleurs, ça joue 300 ATP, voire plus. Hein. Ouais. On a qu'à voir Ben Shelton. Hein. Ben Shelton, il a transpercé les tableaux très rapidement après être sorti de la fac. Hein. T'es venu combien de fois ici dans ta carrière? Oh là là, j'ai dû le faire, l'Orange Bowl, j'ai dû le faire, je sais pas, 6 fois, 7 fois. Et tu te souviens d'un truc un peu phare que tu as vécu ici, un joueur que tu as signé, une anecdote, un truc? Oui, alors c'était Kudla et Fucsovic, mais c'était sur dur à l'époque. Ouais, à Miami? Ouais, à Key Biscayne. C'était un peu plus sympa, je trouvais, c'était le côté de Key Biscayne, toi à Miami, j'aimais bien. Donc ouais, Kudla et Fucsovic se jouent en finale, pardon. Donc c'est là où, à l'époque avec Technifim, on avait signé les joueurs. Quoi. Donc tu avais signé Kudla? Ouais. C'est beau. Qui signe de Nice. Comment tu l'avais ferré, le gars? Oh, bah, tu sais, tu le vois jouer, tu discutes, tu lui proposes un projet, tu lui fais tester la raquette. Le mec est un peu ouvert d'esprit, il a envie d'y aller. Tu l'avais bien senti d'emblée? Ouais, je trouvais qu'il était assez. C'était un bon fighter. C'était un bon fighter. Il est encore en Technifim? Non, il est parti, je crois, chez Yonex depuis. Chez Yonex? Ouais. C'est un gentil garçon. Et un gars comme Kudla, c'était bon pour Technifim? Ça faisait vendre des raquettes? Ouais, bah, vendre des raquettes, je sais pas, mais en tout cas, c'était un joueur américain et c'est un gros marché aux États-Unis. Donc, avoir la raquette jouée sur le plus gros marché du monde, c'est toujours important, tu vois. Ouais. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a U18 et également les U16 ici. Ok. Voilà, alors le tournoi U16, c'est pas un tournoi ITF, c'est un tournoi USTA. Les tout meilleurs. C'est quoi la différence? Bah, USTA, c'est la fédération américaine. Hein, c'est comme si tu avais l'équivalent d'un gros tournoi junior organisé par la Fédération française de tennis, en parallèle de Roland Garros pour les U16. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Ok. Qui serait ouvert au niveau international. C'est intéressant de voir parce que tu vois souvent des garçons tu vois des garçons qui sortent des minimes, qui sortent de U14, qui ont 15, voire 15 ans et demi, 16 ans même. Donc généralement les meilleurs 16 ans ils passent les U18, mais toi tu vois des gamins de 15 ans, 16 ans qui peuvent être intéressants à voir, quoi. Tu dirais que sur du recrutement, du scouting comme vous dites, Scouting, il faut signer combien de joueurs pour en avoir un qui claque à la fin? C'est dur, hein, c'est tellement dur, il en faut beaucoup. Hein. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est vrai que... Il y a un taux de perte qui est monstrueux. Perte, ça dépend si tu t'appelles pas perte. Parce que tu en as beaucoup qui vont partir en collège, qui vont faire des belles carrières professionnelles, d'autres qui vont se partir dans l'entraînement, d'autres qui vont partir dans la vie privée. Après, pour avoir des joueurs qui rentrent dans les 100 meilleurs du monde, qui jouent les grands chelems, les places sont très très chères. Hein. Par définition, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est complètement stupide, hein, ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai. Dans les 100 meilleurs du monde, tu n'as que la place que pour 100 personnes. Hein. Et dans les 10 meilleurs, tu as de la place que pour 10 personnes, donc c'est toujours pareil, quoi. Le mec, tu peux dire, il joue top 10, ouais, mais enfin, est-ce qu'il va être bas, est-ce qu'il est plus fort que les 10 autres? Ben non, donc il sera 11, tu vois. Ouais. Donc c'est pareil pour les 100 meilleurs du monde, donc ça veut dire que les places sont très chères, et chez les mecs, il faut jouer l'acier, quoi. Et les Ricains, ça dit quoi sur l'orga de ces tournois? Les Américains... Est-ce que c'est très différent de l'US Open, par exemple? C'est comment? Pas tant que ça. C'est plus champêtre parce qu'il n'y a pas le grand chelem autour. Donc c'est vraiment que les juniors, il n'y a pas les pros, donc ça attire moins de monde. Même s'il y a beaucoup de monde quand même, tu vois. Non, tous les Américains, d'une manière générale, ils vont tous partir en collège là. Et ça c'est nouveau, ça c'est un phénomène nouveau. T'en parlais énormément là depuis le début, mais c'est incroyable. Tout ça, il y a encore 5 ans, ça n'existait pas. Ça existait, mais c'était moins dans les mentalités. Là aujourd'hui, tout le monde part. C'est simple. Tu vois, Fonseca, les numéro 1 mondial junior, il signe à Virginia, quoi. Et ils se font même payer, les mecs. Ouais, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, les joueurs américains ont des deals le sport US, toi, les baskets, le foot US qui étaient à l'université, qui drainent des fortunes de dingue. À un moment donné, les joueurs qui étaient des stars, toi, les quarterbacks, les gros joueurs de basket, etc. À un moment donné, le joueur reste propriétaire de son image, quand il arrive. Et donc, les Américains ont trouvé un moyen juridique pour faire en sorte que les meilleurs joueurs universitaires aient toujours le droit de monnayer leur image. Ouais. Et là, c'est tombé et ça fait jurisprudence, comme on dit. Et là, maintenant, il y a un nouveau système qui s'appelle NIL, qui permet aux joueurs américains de pouvoir avoir des contrats de sponsoring en échange de l'utilisation de leur image. Et là, on a entendu, là, il y a un mec, je sais plus où c'est,
un joueur de foot américain qui a fait un deal à 8 millions de dollars. Oui, mais ça c'est le foot américain, Voilà. c'est pas autre chose. Non, mais voilà, mais pour te dire, Dans le tennis, je pense qu'on peut aller bah, chercher il y a combien quand même des montants qui vont commencer à tomber. Tu vois, tu as des mecs, on a vu, il y a des joueurs qui sont 500 ATP, qui ont 19 ans, qui viennent signer en collège après. Et on sait qu'ils vont prendre un billet parce que ça va leur financer leur futur, leur challenger. Entre 30 et 50 000. Ouais, à peu près. Ouais. Pour Et les après, tournois. le sponsoring, ça peut être beaucoup plus haut en fonction de De qui ils sont, de pays. ton etc. sex appeal. Ah, exactement. Et toi, le tien de sex appeal, on est 1 centime. Ah, putain. Non, mais c'est une super expérience. Donc c'est pour ça que tu vois, tu serais venu lundi, bah, il y avait tout le monde, il y avait toutes les universités, tout le monde était là. Ouais. Il y avait toutes les marques. Tous les coachs Tout le monde, ouais. qui venaient faire du repérage, du recrutement. Ouais, franchement. Les coachs payent même l'avion aux jeunes pour aller visiter l'université, Exactement. leur en mettre plein la tête, ce qui est en train de se passer avec le numéro 1 français Avec junior. Théo, ouais, avec Théo. Théo comment? Théo, pas mal à Miss. C'est dur à dire, hein. Ouais, pas facile celui-là. Il a été invité dans 2 universités avec tous les vols pris en charge et compagnie. Voilà. Il va visiter, et puis après il va faire son idée si. Tout ça pour signer dans plus d'1 an. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est un peu. Et après, d'une fac à l'autre, les joueurs peuvent même se faire transférer. C'est-à-dire que tu peux jouer pour une équipe, puis si tu n'es pas titulaire ou que tu as envie de changer, tu peux être transféré dans une autre école. Ouais. Tu as droit à un transfert. Est-ce que tu as eu des bons contacts ici? Tu as fait du repérage qui va payer, tu penses? Ou ça a dit quoi cette tournée américaine? C'est intéressant. Bah, déjà, ce que moi j'aime bien, c'est rester au contact du jeu déjà. Pour rester au contact du jeu et garder l'habitude L'œil. de l'œil, ouais, voilà, exactement, de continuer à garder une certaine on va dire, perception du jeu et de se dire, voilà, pour recruter les mecs, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'on les voit jouer. Parce que sinon, si tu joues, après tu oublies, quoi. Tu te dis, ah putain, ça joue bien, puis en fait, finalement, ça joue bien, mais non, ça joue peut-être pas si bien que ça, parce que tu peux être impressionné par la vitesse de frappe, il y a d'autres choses à voir. Hein. Donc ouais, c'est toujours intéressant de rester au contact des meilleurs, de suivre l'évolution des joueurs. Ouais, c'est tous des gamins que je connais depuis qu'ils ont 12 ans. Il y en a que j'ai vu jouer à Auray. Donc c'est intéressant de les suivre, de voir comment ils évoluent, ne serait-ce que possible par curiosité, quelque part d'une certaine manière. Quoi, tu vois. Un ou deux contacts concrets là? On a gagné un point derrière. Ouais, des contacts, on va avoir des rendez-vous là d'ailleurs. Je crois que je traîne, il est quelle heure? On va avoir un rendez-vous avec des joueurs pour écouter ce qu'ils veulent faire, où ils en sont, quel est leur projet, comment on peut les aider, comment on peut mettre en place des choses pour qu'ils puissent continuer leur projet tennistique. Donc oui, il y a quelques projets, mais tu sais, c'est tellement des discussions qui prennent du temps parce que c'est quand même beaucoup de. Pour les parents, c'est un peu nouveau tout ça, donc il faut aussi se mettre à leur place et rester tranquille, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc tu étudies le projet familial, l'environnement, tout ça avant de signer quelqu'un? Ouais, bah oui, il faut savoir si c'est des gens stables, si ça part pas dans tous les sens. Ce que je dis toujours, alors c'est un peu caricature, mais s'il suffisait bien de jouer au tennis, ça se saurait, quoi. Ça suffit pas, quoi. Il y a des mecs qui jouent très bien au tennis, ils jouent tous très bien au tennis. Hein. Ils ont tous 18 ans, le plus mauvais doit jouer moins 4, 6, moins 15. Ouais. Donc ça joue quand même très très fort, quoi. Quand je dis plus mauvais, le moins bon, on devrait dire. Donc ça veut dire que c'est pas forcément le niveau de tennis au bout d'un moment qui fera que la différence, quoi. Tu vas aller chercher quoi toi dans ta prospection? Au-delà du niveau de tennis, tu vas regarder? Bah ouais, l'environnement, le projet, la stabilité, l'éducation, l'intelligence, quand je veux dire, c'est la capacité que le gamin il a à être autonome, à se prendre en charge, à comprendre ce qu'il veut faire. S'il aime le tennis, il sait ce qu'il joue pour lui, ce qu'il joue pour les autres. Est-ce qu'il est prêt à aller s'entraîner au pôle Nord tout seul, tu vois, enfin je caricature, mais tout ça, voir si derrière, après ils ont des structures, parce qu'il faut aussi de la structure, encore comme je disais tout à l'heure. Si tu n'as pas une vraie structure qui te permet de bosser sérieusement, ça ne suffit plus, quoi. Donc, est-ce qu'il est issu d'un pays avec une forte fédération qui est capable de mettre les moyens pour l'accompagner ou pas? Il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est tellement vaste, quoi. Et toi, tu as besoin d'accrocher humainement avec le joueur? Ouais, alors ça pour le coup, ouais. Alors pour le coup, après, si tu te projettes après dans la collaboration, il faut que tu aies envie aussi de te dire, il faut que tu aies envie de le vendre, de bosser pour lui. Déjà de donner. Déjà avant de vendre, c'est de donner et te dire de te consacrer à lui et d'avoir envie de l'aider parce que tu as envie de lui rendre service, tu as envie de l'aider ce gamin, quoi. Et si tu sens qu'humainement ça ne le fera pas, si tu veux, à un moment donné, moi c'est pas trop ma manière de fonctionner, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que ça fitte, comme on dit. Hein. Et ça, après, c'est l'alchimie, ça se fait ou ça le fait pas. Ça dépend. Donc c'est ce qu'on essaye de voir aussi. Comment il se comporte sur un cours. Si tu sens que le mec sur un cours,
c'est un chien ou pas, ou c'est un bisounours. Tu as des gamins qui jouent très très bien, c'est très propre, et puis dès que ça se complique, ben, ils se couchent. Ouais. Bon, tu sais que c'est un milieu qui est dur, hein, donc il faut s'accrocher de partout, quoi. Merci monsieur Ducré. Bah de rien. Allez, bonne prospection. Ouais, on continue. On lâche rien. Les ricains ont tellement pas le time. Ils me terminent, comme diraient certains. On est avec un joueur Edge qui a participé à l'Orange Bowl. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors je vous présente Nathan, trouvé, français, émigré en Espagne depuis 4 ans 5 ans, donc il s'entraîne à la Rafa Academy. Donc je vais lui laisser expliquer un petit peu son parcours qu'il a fait à l'Orange Bowl, puisqu'il était sur les cours cette semaine. Salut, je m'appelle Nathan Trouvé, 17 ans, bientôt 18, classé 250 ITF Junior, et je vis à la Rafa Academy à l'année. Est-ce que tu t'entraînes parfois avec Rafa ou est-ce que tu échanges avec lui? J'échange avec lui, j'espère m'entraîner avec lui tout bientôt, mais en ce moment il est à la Rafa Academy de Kuwait avec Arthur Fils pour se préparer pour l'Australian Open. Ouais. Donc je vais devoir attendre encore un peu, mais j'espère que ça se fera bientôt. C'est bon ça. Bah pour moi c'était la première fois dans un tournoi de ce niveau-là. J'ai participé au qualif et au double en tableau principal du coup. Et ouais, qualif assez difficile, défaite dernier tour de qualif au super tie-break contre un joueur espagnol que je connais bien, Rafael Segado. Pas facile mais bonne expérience quand même. Double, j'ai l'habitude de jouer en double, on est tombé contre des joueurs meilleurs que nous, mais bon c'est comme ça, maintenant on s'entraîne, on repart à l'académie pour s'entraîner à fond pour l'année 2024. Pourquoi avoir choisi Edge comme agence? Parce que tout va en fait, tout est bien. Là, je connais très bien Guillaume et Adrien, et ça faisait juste plaisir, ça fait comme une famille un petit peu. Ouais. Et on est content d'être suivi par Edge, quoi. Pourquoi avoir choisi la Rafa Nadal Academy? Un peu par chance. Pourquoi? Parce que je suis allé m'entraîner là-bas un été en vacances, vraiment sans forcément avoir l'intention de m'entraîner. Et Tony Nadal est venu sur le cours, m'a vu jouer et nous a proposé de venir à l'académie. Et du coup on a dit oui, on a dit pourquoi pas, quoi. T'es content de ton choix? Carrément. Tu dois rester là-bas? Pour l'instant oui. C'est quoi tes objectifs là, à court moyen terme? Là, Roland Garros Junior l'année prochaine. En tableau principal j'espère. Derrière, faut encore voir, mais comme c'est la dernière année de junior, derrière le passage en futur et tout ça, ça va être un gros pas qui va être intéressant. Et l'université américaine, pas forcément? Pour l'instant non, mais j'y pense. Un objectif à fixer à ton agent Guillaume Ducré? Qu'est-ce qu'il ferait bien d'aller te chercher celui-là? Putain, mais prends-moi un contrat, quoi, j'en ai marre. C'est-à-dire, quel type de contrat? Là, Wilson International, ça serait pas mal, va me le choper, quoi. Ouais, on va aller le chercher, Quoi d'autre? Ah, rien, je suis juste content de l'expérience globale. Oh putain, t'es beau joueur. Ce qui est incroyable avec Nathan, c'est qu'en fait je le connais depuis qu'il joue en balle orange. C'est qu'en fait il était donc en France, vers la région lyonnaise, dans les Alpes. Et donc les premiers rassemblements qu'il faisait quand il était tout petit, je les ai tous vus. On était potes, dans mes jobs précédents on a continué à bosser ensemble. Et il se trouve que un concours de circonstances a fait que je les ai retrouvés chez Edge. Donc c'est juste... le monde est méga petit, quoi. C'est trop drôle, quoi. Ça fait tant de temps qu'il me connaît et il m'a toujours pas chopé le contrat. Bah bon. Bon, le message est passé, les gars. Je crois que je vais y aller. Je vais appeler là. Hein, c'est bon. Carlos Moya appelle ma mère et dit à ma mère, dans un mois, votre fils peut rentrer à l'académie s'il a envie. Énorme. Et Ouais. aucune contrepartie, t'as pas besoin de rembourser plus tard. Non. Et tu me parlais d'une histoire d'un millionnaire, non, qui te... Un milliardaire, ouais, qui s'appelle Thor Peterson, Ouais, américain justement, qui lui aide quelques joueurs de l'académie, d'accord. dont moi depuis 5 ans. Ah, donc c'est lui qui finance. Oui, c'est lui qui finance tout, mais il ne demande rien en retour. C'est incroyable, un mécène. Une fois par an, il me demande de faire une vidéo Ouais. pour dire merci Thor, quoi. Sauf que j'ai jamais vu sa tête, je peux pas te dire, machin. Et du coup, je l'ai vu pour la première fois il y a un mois où ils ont inauguré des cours à son nom. Pour le d'accord. remercier. C'est là où tu dis que t'es né sous une bonne étoile, mec. Ouais, vraiment. C'est Incroyable. ouais. Une chance folle. Ouais. Tu joues, t'es classé combien en classement français? En 2-6 vers mon 4-6. Ok. Ça, ouais. T'es de quelle année? 2006. Alright. Allez, bonne continuation, mec. Merci. Ils sont
là les ricains les gars. Non mais toujours plus les ricains, toujours plus. Faites plus, continuellement plus. Ah là là, mais c'est fou ce qui se passe. Extraordinaire ce qui se passe en Floride. Là c'est clairement la maison du Père Noël grandeur nature les gars. Bon les gars, j'ai l'impression qu'on va dans le sein du sein des diners à l'américaine. C'est l'adresse préférée de Monsieur Ducruet. Ça sent le traquenard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez-le comme il est bien. Il est là le Ducruet. Bien sûr, le Johnny Rockets. Alors. Hey. Bon voilà, jour 2 en Floride. On quitte Fort Lauderdale et on descend pour les moins de 12, moins de 14, plus près de Miami. Je crois qu'on refait un petit passage quand même à Plantation, comme ils l'appellent, sur le site de l'Orange Bowl, moins de 18. Et ensuite, direction Miami. Yallah. Thierry. Oui. Oui, Max. Salut Thierry. Salut, Max. Comment ça va? Ouais. Plaisir de te voir ici. Bah incroyable, c'est Bienvenue chez moi. Bah ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre. Raconte-nous une petite anecdote qui représente bien ce que tu vis ici. Et si je te dis la grosse différence ici, mon fils, par exemple, quand il jouait en France ou quand il est à l'école, tu vois, les cheveux très longs, Borg, tu vois, cheveux hyper longs. Donc à l'école, il n'était pas très aimé parce qu'il était différent. Du coup, il le vivait pas très bien. Mais on n'avait pas lui couper les cheveux parce que c'était son envie d'être comme ça, quoi, tu vois. Et quand il jouait au tennis, bah, il jouait pas trop mal et puis il criait à la frappe, il met beaucoup d'explosivité. Et dans tous les tournois, c'est pas parce qu'il se tenait mal, il disait pas un mot, il se tient très bien. Mais il est très volontaire, il crie à la frappe et on lui disait bah, arrête de crier à la frappe, quoi, s'il te plaît. Okay, et maintenant tu t'encourages pas, s'il te plaît, parce que tu vois, ça nous dérange, nous. Toujours de la part des juges d'arbitre. Il est arrivé ici, il joue son premier tournoi, mais des comme mon fils, il y en avait 1000. Parce qu'ils font tout ça. Ils s'encouragent tous, ils crient tous à la frappe, et on trouve ça génial. Donc en fait, quand on voit mon fils ici, on lui dit écoute, votre fils est tellement beau avec ses cheveux blonds, et puis il joue tellement bien au tennis, c'est que des compliments. Ouais. Tu vois. Donc tu as une manière de mettre en valeur l'athlète ou n'importe qui d'une manière constante, quoi. Donc c'est une vision qui est totalement différente et qui nous plaît énormément. Alors il y a d'autres côtés qui sont beaucoup moins bien que la France, hein. Si je compare comme ça. Un exemple ou deux? La bouffe. Est-ce que tu avais participé toi à l'Orange Bowl quand tu étais jeune? Ouais, une fois. Mes souvenirs étaient que j'adorais, c'était une de mes premières fois aux États-Unis. Donc tu vois là-bas tu bouffes des burgers. Moi, manger un burger, alors qu'en France, on dit il faut manger sainement, machin, tout ça. J'arrivais, je pouvais me taper mon burger parce qu'il n'y a pas de restaurant au saut, donc on était obligé de manger. J'avais dû perdre, je crois, en quart de finale à l'époque. Quand tu es en début de tournoi, tu as des joueurs, des joueuses partout, des coachs, des machins, ça grouille dans tous les sens. J'adore ça, tu vois, passer mon temps sur les plus jeunes aujourd'hui. Alors que ce qui est paradoxal, j'ai toujours entraîné des pros, et là, je m'occupe vraiment des jeunes, quoi, tu vois. Mais c'est plus un boulot de formation, de développement, mais que j'adore aujourd'hui. Mais voilà, mon souvenir, c'était ça, mais il est resté intact parce que j'avais déjà adoré cette première impression aux États-Unis où j'avais l'impression d'être totalement libre de tout. Maintenant, je le vis pleinement tous les jours, quoi. T'avais été approché par une agence à cette époque-là ou pas? Non. Alors, je vais t'expliquer, ça va être très simple. Quand je jouais au tennis, personne ne croyait en moi. Que ce soit à la fédération ou les gens qui me voyaient ou les agents, parce que j'avais un jeu et honnêtement très chiant, quoi, tu vois, très barbatif. Donc on me voyait pas une perspective d'évolution pour aller sur le haut niveau parce que pas vraiment de coups. En plus, j'avais une prise unique, tu vois, entre mon coup droit et mon revers, c'est la même prise, je changeais pas de prise. Donc du coup, non, pas d'agent s'intéressait à moi. À 18 ans, enfin à 17 ans, la fédération à l'époque avait entré de m'entraîner parce qu'ils disaient on croit pas en toi, que tu reprennes tes cahiers, tes bouquins, passe ton bac et tu feras un bon joueur de club, quoi, en gros. Et j'ai pas écouté, j'avais sûrement une mentalité déjà différente, tu vois, j'adorais le tennis, je voulais y jouer et je me suis accroché à ça et finalement à 19 ans, ma première année chez les pros, je suis rentré dans les 100 et je suis resté quelques années. Donc après, j'ai signé avec des agents quand je suis rentré dans les 100 et que j'étais jeune. Qui ça? J'avais signé avec IMG. Mais encore une fois, à l'époque, les agents, c'était une autre époque parce que quand tu avais ton agent, c'était ton ami, ton confident, tu pouvais aller au resto, tu passais un bon moment, enfin tu vois, c'était totalement différent. Je dis pas que les agents sont pas bons aujourd'hui, mais que tu viens à l'Orange Bowl, il y a presque autant d'agents que de joueurs, quoi. Ouais. Tu vois. Je pense que Edge t'aurait signé à l'époque quand t'avais fait quart. Ils auraient senti le truc, la passion. Trop cool. Merci Thierry. Merci, c'était un plaisir. À la prochaine. Et allez, quand tu veux, pour une plus longue interview. J'aurai de bonnes anecdotes pour toi, je te le promets. Allez là. What's your name? Ryan Kozad, United States. I live in Georgia. And you? Yannick Alvarez. I live in Georgia, but I represent Puerto Rico. What is this trophy?
the Orange Bowl 16 under doubles trophy. Congrats, guys. Thank you. Jour 3, les gars. Il faut que je vous montre un truc. Machine de guerre de l'Orange Bowl. Avec Stan, Olays, Tennis et Queen Punch. Je pense que là, il y a moyen de... Incroyable cette machine quand même, non? Les qualifs de l'Orange Bowl, moins de 12 ans, moins de 14 ans vont commencer. On attend 250 jeunes pépites qui vont récupérer leur dossard d'inscription au bureau Edge, puisque l'agence est partenaire de l'événement. Je vais vous montrer tout ça. Et puis à partir de demain, on sera sur le tournoi pour les qualifs. Yallah. Comment il va? Ça va Max? Ça va Louis? Ouais, ça va. Donc Louis, si je ne l'ai pas encore présenté, c'est l'assistant de Guillaume qui est agent de l'agence. Et toi aujourd'hui tu représentes Edge sur l'Orange Bowl, mais quelle partie précisément? Alors là c'est le check-in pour les juniors U12, U14 pour les qualifs. Donc là tous les jeunes, 256 joueurs là. Nous on est partenaire du tournoi, donc voilà, on accueille tout le monde. On a nos deux joueurs, David et Sophia, qui vont arriver mercredi. Pour le tableau final. Pour le tableau final, exactement. Yes. Voilà. Bon c'est agité là, je te laisse bosser. Ouais. Et on lâche rien mec. Hein. C'est en prospection du coup, tu essayes de faire des contacts avec des parents, comment ça marche? Exactement. Par exemple hier j'ai rencontré un père et sa fille au club. Et là je les ai vus tout à l'heure, ils sont passés, on a un petit concours, on a activé un peu. Et voilà, c'est cool, bonne ambiance. Allez, bon tournoi. Merci, ciao. You guys are perfect. Bon Eric, enchanté. Enchanté. Vous êtes avec Zachary, votre fils, pour participer à l'Orange Bowl. Vous venez d'où? Moi, je suis originaire du Canada, mais on reste à Londres. Donc, à Londres. Il vit à Londres. Zach est né à Dubaï, mais on reste à Londres. Et donc, Zachary, tu joues les moins de 14? Ouais. C'est quoi le niveau pour participer ici? Le niveau, c'est basé sur un WTN number. Donc, c'est une application. Je pense que les 14 ans et moins, il y avait 500 inscriptions. Ouais. Donc, c'est 105 dans le tableau, plus 56 dans les qualifications. Ouais. Donc, c'est un niveau de national, peut-être dans les 15-20 dans chaque pays, minimum. D'accord. Pour rentrer, ouais. Donc, il est top 15 de son âge en Angleterre. Ouais, ouais. Vous avez traversé l'Atlantique. Traversé l'Atlantique, ouais. Moi, j'en rêvais quand j'étais jeune. Ah oui, je m'entraînais avec un joueur avec moi qui avait fini 3e à l'Orange Bowl. Ouais. Donc, pour moi, c'était un peu un rêve d'enfance de jouer. Moi, j'ai jamais joué. Donc, je voulais qu'il y ait l'expérience. C'est une belle expérience. Bon, c'est le papa qui parle parce que Zachary, il parle pas trop français, je crois. Zachary parle un peu français. Allez. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah, bon, d'accord. Il est un peu timide. Du coup, ça doit vous coûter cher, j'imagine, de venir participer ici. Ouais, bah, c'est la Floride, c'est bien de venir ici parce que Miami, c'est pas mal comme ville pour rester. Donc, une semaine d'hôtel, une semaine avec le billet d'avion, peut-être 2000 pounds, peut-être entre 2 et 3000 pounds. Et c'est vous qui financez intégralement le projet de votre fils? C'est moi qui finance intégralement, ouais. La fédé anglaise aide pas du tout? C'est surprenant, il y a très peu de joueurs anglais, il y en a 3 dans le tableau, c'est tout. D'accord. Et je pense qu'il y en a seulement un des 3 qui peut-être vient de la fédération, mais c'est tout. Ok. Donc les joueurs anglais, je pense, restent peut-être plus, c'est Tennis Europe peut-être. Donc moins ici, peut-être les 12 ans et moins, peut-être un peu plus, mais 14 ans pas beaucoup. Là. Est-ce qu'il y a des agences qui s'intéressent à votre fils? Non, pas encore. Trop tôt. Moi je suis là pour l'agence Edge, Okay. qui fait du management pour les joueurs. Ok. Bon, si Zachary gagne des matchs, on sait jamais. Hein. Zachary, si tu gagnes le tournoi, agence Edge, ok? Allez, vamos. Bon bah salut à tous les deux. Vous venez de quel endroit? On vient de Lyon. Ok, vous êtes à la All In Tennis Academy du coup? C'est ça, la All-in à Dessine, ouais, qui vient d'ouvrir en septembre là. Ok. Et donc qui est ta joueuse? Tu peux la présenter? C'est Capucine Charcosset, donc elle est de 2011, elle est 2-6 en France. Ouais. Elle est championne de France. Trop bien. Et pour toi, en termes de prestige, tu dirais que c'est situé comment dans le calendrier annuel? Bah, c'est toujours un tournoi intéressant à faire parce que c'est loin, ça fait découvrir d'autres choses, c'est une belle expérience. Puis c'est toujours bien aussi de se confronter à d'autres joueurs, notamment les américaines qu'on voit peu souvent quand même sur le circuit Tennis Europe. Ouais. Donc pour toutes ces raisons, voilà, c'est un bon tournoi à faire. Du coup là, c'est pas la Fédé qui vous envoie ici? Non, là C'est on vient. privé. Voilà, on vient avec l'académie. D'accord. Et c'est les parents de Capucine qui financent ou il y a des sponsors derrière? Comment ça marche? Il y a les deux. Ok. Ouais. Et toi, du coup, ton parcours, c'est quoi? Tu viens d'où? T'es combien? Bah moi je joue plus, mais moi je viens des Landes du Sud-Ouest. Ouais. Et j'ai passé tous mes diplômes et bon, j'ai atterri à Lyon et de fil en aiguille on m'a proposé de travailler à l'académie, Ouais. à la All-in et me voilà. Et t'étais à combien? J'étais à 1,6 moi. D'accord. T'as quel âge? 27. T'es déjà venu aux US sur des tournois comme ça? Non, jamais, première fois. Expérience de dingue. Bah ouais, c'est fou. Ouais. Tu Ouais. connais l'Orange Bowl? Toujours de nom, mais jamais été, donc tout Bon, nouveau. bah, top.
Et avec la pluie, je crois que c'est un peu chaud s'il y a, il n'y a pas de couvert, non? Non, il n'y a pas de cours couvert, donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on verra. Ok, bon courage pour le tournoi. Ouais, merci beaucoup. Bon voilà les gars, c'est parti pour les qualifs U14, moins de 14 ans, donc des jeunes qu'on a vu hier récupérer leurs inscriptions. Vous allez voir, ça envoie la gouache quand même. On va faire un petit tour des cours. Ça c'est un vrai coach, ça c'est un gars. Ici il faut se placer. Vous venez d'où? On vient du Canada. Ouais. Québec. Et donc vous faites le tournoi en moins de 14? Ouais. Ça a donné quoi ce matin? Bah nous deux on a gagné 6-1 contre des têtes de série. Ouais. C'est propre ça? C'est très propre. Ça voudrait dire quoi pour vous de gagner la Junior Handball? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. C'est pas mal des plus gros tournois au monde. Plus gros tournois junior. Ouais. Et vous êtes numéro combien vous direz dans votre pays? Moi je suis 9ème. Moi je suis 6 ou 7. Qui gagne contre qui là? Dernière fois il a gagné, mais sinon on est genre 10-1 dans la rencontre. C'est quoi vos prénoms? Moi c'est Samuel. Et moi c'est Antoine. Partie de la fédération ou pas? Non. Donc là vous êtes venu avec vos coachs perso? Exact. Et c'est vos parents qui payent? Ouais. Ok. Et donc racontez-moi l'entraînement au Canada, à quoi ça ressemble? Mais moi des fois je vais jouer le matin avant l'école. Mais sinon je vais à l'école jusqu'à 12h20. Après j'ai tennis et fitness de 1h à 5h. Moi c'est sport-études de 1h30 à 4h30 du lundi au vendredi. Pourquoi vous faites pas partie de la fédération? La fédération ils prennent les 3 meilleurs joueurs je pense. D'accord. Fait que là, les 3 meilleurs au Canada. Ouais. Mais nous on n'est pas assez bon pour être dans ça. D'accord. Et pour faire sport-études du coup comme vous faites, c'est combien la formule annuelle, combien ça coûte? Moi c'est environ 12 000. Ouais. Mais c'est avec tout, genre c'est un club avec une école. Fait que là on peut être à plusieurs écoles qui est sport-études. Ouais. Mais il y a plusieurs clubs dans toutes les régions. Et toi? Moi c'est environ 15 000 je pense avec les transports qui nous amènent jusqu'au club, de l'école jusqu'au club. Et quand vous vous énervez, vous dites quoi? Calice. L'Orange Bowl, Junior Orange Bowl, ouais. Ça représente quoi pour vous en termes de prestige de tournoi? Ben, c'est probablement un des plus gros tournois au monde, fait que c'est incroyable. Déjà se qualifier ça serait bien, mais gagner le tournoi ça serait incroyable honnêtement. Ok. Le plus gros tournoi au monde. Donc pour vous c'est un des plus gros objectifs de l'année là? Ouais. Ben, c'est notre plus gros tournoi, c'est notre plus gros tournoi de l'année. Là. Ouais. Avec les championnats canadiens, c'est nos plus gros tournois de l'année. Et les d'hier, c'est situé comment en termes de prestige? C'est un peu plus bas que le Orange Bowl, mais c'est quand même un très gros tournoi aussi. C'était juste avant pour situer. Et vous avez un autre tournoi après ou fin de la saison? Ouais, fin de la saison. Super. Bah Mos les gars. Ouais. Bon bah voilà, on est dimanche matin. Samedi matin. Samedi matin, c'est ce que j'ai dit. Samedi matin. Et on est avec Mickaël qui est en charge du sponsoring pour l'Orange Bowl, c'est bien ça? Exactement, ouais. Un Français à Miami. Voilà. C'est plutôt cool. 15 ans. Et en fait, comme il pleut depuis 3 jours, c'est un peu le bazar dans l'organisation. Et Mickaël, tu as des bons plans. Parce que là, on est dans une salle de foot. Ouais, de indoor soccer. Et tu as ta fille qui participe au tournoi pour les moins de 14. Exactement. Et vous allez voir, on va vous montrer un endroit un peu insolite. Voilà, pour s'entraîner à Miami sous la pluie. Voilà, c'est exactement. Cadeau. Et puis au passage, je te poserai quelques questions. Tu nous emmènes? Allez, avec plaisir. Dans le sport, on sait très bien, la priorité numéro 1, la chose la plus importante, c'est la volonté. Ouais. Donc quand il pleut depuis 3 jours et que tu as le plus gros tournoi de l'année pour toi et que tu ne peux pas t'entraîner, comment tu fais? Tu cherches, tu creuses. Et donc là, on a contacté un ami à moi qui a une salle depuis 15 ans à Miami, un peu plus même. Il y a Beckham qui vient, Messi qui vient, tous les joueurs français viennent en été s'entraîner religieusement ici, enfin s'entraîner, s'amuser religieusement chaque jour. Ouais. Et donc j'ai pensé à ça en me disant tiens, pourquoi pas utiliser son terrain de basket, parce qu'il a aussi un terrain de basket dont il se sert pour faire aussi du futsal. Et donc là on l'a un peu transformé à l'improviste. Incroyable. En mini terrain de tennis pour qu'elle puisse quand même s'entraîner, puisque aujourd'hui il y aura 0 cours accessible sur Miami. Et, le tournoi a été d'ores et déjà annulé ce matin. Enfin, la journée de match a été annulée d'ores et déjà pour toute la journée. Le tournoi a commencé il y a quoi? Il y a 5 jours. Il a commencé il y a 5 jours. Ouais. Les qualifs ne sont pas terminés. Il reste encore un match. Ouais. Ils ont lancé quelques matchs de main draw du tableau principal hier, mais je pense qu'ils ont fait que quelques jeux. Voilà, c'est très compliqué cette année. C'est jamais arrivé à Miami depuis 25 ans qu'il y a un temps pareil. Incroyable. On a beaucoup de chance. Voilà. Moi, c'est ma première fois. Donc là, c'est l'antre du football à Miami, du indoor football. Ouais. Dans un quartier qui peut faire un peu peur à certains parfois, mais voilà, c'est un quartier très industriel, mais qui est en train de se développer. D'accord. Et le propriétaire, Michael Attea, est français. Il a été pionnier
à Miami. Il a ouvert sa première salle à Wynwood il y a quasiment 20 ans et il est venu ici il y a quasiment 10 ans. D'accord. Et alors c'est un malade de l'Olympique de Marseille. Donc ici c'est le fief officiel des supporters de l'Olympique de Marseille à Miami. Okay. Il diffuse tous les matchs sur écran géant là-bas. Y compris les matchs de l'équipe de France. Ouais. Et il a fait faire une fresque par un artiste, donc de Bernard Tapie, qui lui-même est venu en personne ici d'ailleurs, il y a quelques années. Et le virage sud ou nord, je ne sais pas, du Vélodrome, voilà, aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Improbable. Donc c'est un endroit très très sympa, de passionnés, voilà, tenu par un Français. Comment tu l'as rencontré, le propriétaire ici? Quand je suis arrivé à Miami, je suis arrivé en 2009, ouais. J'avais des clients français dans l'immobilier qui jouent au foot, des joueurs professionnels qui jouent au PSG, en équipe de France, etc. Ouais. Et c'est eux qui m'ont amené dans sa première salle à Wynwood. C'est comme ça que j'ai découvert. D'accord. Et puis après, voilà, en tant que Français, on a lié, et passionné de foot, on a lié une amitié. Je pense qu'on fera un épisode de podcast ensemble un peu plus détaillé, mais sur le sponsoring, comme tu es responsable de cette partie de l'événement, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que ça représente, comment tu t'organises, vraiment en résumé, quoi, tu vois? Oui, alors moi j'ai rejoint le comité d'organisation en tant que volontaire au mois d'avril-mai. Ouais. Le Orange Bowl, le Junior Orange Bowl est forcément très très connu dans l'univers du tennis junior, mais je trouvais que ils n'en tiraient pas profit financièrement et que l'expérience pour les joueurs n'était pas au niveau de l'image de marque du tournoi, contrairement aux petits as, qui est très carré, très organisé, etc. Ouais. etc. En fait, l'Orange Bowl classique, on va dire, moins de 18 et une marque ultra puissante, mais la Junior juste en dessous était sous-exploitée, quoi, c'est ça? C'est aussi une marque puissante, Junior Orange Bowl, mais les deux, au niveau de l'expérience et de la monétisation du tournoi, sont le Orange Bowl tout court, je trouve que est pas très activé au niveau sponsoring. Ouais. Et au niveau de l'expérience joueur, c'est assez simple et ça fait un peu tournoi de province. Donc tu as des gens du monde entier qui viennent et donc le Junior Orange Bowl pour moi se devait de faire une expérience mémorable pour les joueurs. Il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, de Chine, du Japon, mais bon, même de Los Angeles, c'est des voyages, etc., etc. Et c'est un peu une célébration, ça doit être une célébration des juniors. Donc quand tu arrives à une célébration de quoi que ce soit, tu t'attends à quelque chose à la hauteur, peut-être pas le tapis rouge, etc., mais quelque chose de différent de ton quotidien en tournoi. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire cette année grâce à des partenaires comme Wilson qui ont ramené des joueurs professionnels pour faire des démos. On a eu plein d'autres sponsors qui ont participé à l'amélioration de l'expérience. On a aussi habillé tout le tournoi avec des windscreens qui ressemblaient à des windscreens qu'on peut trouver sur des tournois des brise-vents, comme on dit en France. Des comment? Des brise-vents. Des brise-vents et des bannières en fait aux couleurs des sponsors, comme on peut trouver sur les tournois professionnels de petite catégorie. Bref, on a essayé de faire pas mal de choses aussi avec les technologies style Swing Vision, qui est de l'intelligence artificielle assez simple qui permet d'obtenir tes stats très rapidement à la fin de ton match. C'est quelque chose de très intéressant. Tous les matchs sont enregistrés. Et alors c'est combien de sponsors pour un budget de combien? Alors là, on a, je pense, une petite dizaine de sponsors. Et on n'est pas loin des 200 000 $ annuels. Et ça sert à couvrir le fonctionnement de la compétition ou derrière il faut rajouter au bout? Non, ça couvre le fonctionnement de la compétition. Ouais. Ça c'est les 200 000 $, c'est ce qu'on a trouvé nous, mais il y a la ville de Coral Gables qui donne aussi une énorme somme. Donc ça couvre et normalement on devrait être en excédent. Donc l'année prochaine, on va pouvoir, avec cet argent supplémentaire, faire voir plus grand. Là, c'était vraiment la première année de notre nouvelle vision pour le Junior Orange Bowl, mais je considère que ce qu'on a vu cette année, c'est 20% de l'exécution que nous, on a en tête, de la vision qu'on a en tête pour les 3 prochaines années. Comme ça. Le partenariat avec l'agence Edge, tu le vois comment, toi? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Évidemment, c'est du support financier, mais
dans ta stratégie globale, ta vision, j'en sais rien, c'est quoi? Bah oui, ils apportent par rapport à l'expérience, puisqu'ils offrent par exemple aux vainqueurs une semaine d'entraînement chez Riccardo Piatti. Okay. Ils offrent également tout tas de lots pendant l'événement, et quand tu as 12 ans, 14 ans, de recevoir une raquette, de recevoir une boîte de balles, de recevoir des goodies comme ça par rapport au tennis, ça les rend toujours heureux et ça permet de facilement contribuer à améliorer l'expérience pour le joueur, mais forcément pour le gagnant de participer, de pouvoir gagner une semaine à Piatti, c'est énorme. Rick Messi ou Piatti? Piatti. Ah, c'est chez Piatti. C'est chez Piatti, ouais. D'accord, ok. C'est chez Piatti. C'est beau, ça. Voilà. Et je pense pour les Américains, je ne me souviens plus, mais peut-être que ce serait à Rick Messi, mais en tout cas, c'est sûr à Piatti, une semaine. Et puis pour eux, je pense que c'est win-win, ça va permettre de mettre en avant leur marque, de se faire connaître, puisque je pense qu'ils sont surtout connus en Europe pour le moment. Et bon, le junior handball avec les petits as, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du tennis junior. Donc ça leur permet d'identifier les talents au plus jeune âge, parce que ça commence à partir de 11 ans, junior handball, et de discuter avec les parents et de se faire leur clientèle au fur et à mesure. Ouais, donc ta fille est juste derrière. Un mot rapide. Est-ce qu'elle peut gagner? Raconte-nous un peu le projet. Est-ce qu'elle peut gagner le junior handball? Ouais. Oh, je pense que oui, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont très forts et qui peuvent l'emporter. Elle est française ou américaine du coup? Elle est née aux États-Unis, mais elle a la nationalité française et italienne, parce que moi je suis français et ma femme est italienne. Ouais, ok, donc elle joue pour la France. Donc elle joue pour les États-Unis, enfin pour l'instant son drapeau c'est États-Unis. Ah d'accord. Mais, Emma, il est temps mais elle peut jouer pour la France, elle peut jouer pour l'Italie, en fonction des opportunités. Ouais. Mais pour l'instant, son drapeau quand elle est sur les tournois ITF Junior, c'est USA. Et elle se situe combien par rapport au... Elle a fait que 4 tournois là. Ouais. Mais bon, en UTR, c'est une 9 UTR. Et en tournoi junior, elle était USTA était dans les top 50 de ses catégories d'âge, mais bon, cette année elle a fait que 6 tournois, donc là elle est en train de perdre pas mal de ses points, mais c'est pas grave. Et là le focus a tourné pour se concentrer sur le ITF junior à partir de cette année. Okay. Donc jusqu'à maintenant on a fait que 4 tournois. Ouais. C'est plus pour avoir l'expérience. Elle a eu aussi une wildcard pour un W40 W40 à Guadalajara, où c'était une super expérience, mais elle n'a pas trop eu de bol dans le first round. Elle a joué Brenda Furvitova, la prodige de 16 ans, qui a mis 606 € à peu près à tout le monde. Mais c'était vraiment une expérience magnifique, et je pense que l'important dans le sport, comme dans plein de domaines, c'est de goûter, de toucher pour donner encore plus envie, de travailler et de revenir. Donc voilà, là elle va avoir 15 ans en 2024, dans 4 mois. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de se concentrer sur le projet à horizon 4 ans, qui est de devenir pro. Après, l'opportunité peut arriver avant ou après, mais bon, l'idée, c'est un peu 4 ans, et puis réfléchir aussi, en étant aux États-Unis, à la perspective, aux perspectives que peuvent offrir maintenant les universités comme tremplin vers le monde professionnel, puisque c'est ce qui est d'actualité vraiment ces dernières semaines, par rapport au tennis américain, mais au tennis, je dirais, mondial, puisqu'ils recrutent partout dans le monde. Alors, raconte-nous pour terminer la vie à Miami, tu l'expérimentes depuis 2009, ça raconte quoi? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Et le quotidien quand il pleut pas, c'est quoi? Alors, le quotidien quand il pleut pas, c'est le boulot. Non, t'es agent immobilier. Moi, je suis agent immobilier, exactement. Donc, je suis arrivé à New York en 99-2000. Je suis resté 10 ans, un petit peu moins. Je suis arrivé ici en 2009 et je me suis mis à l'immobilier ici avec ma femme. Donc le quotidien, c'est l'immobilier, les rencontres clients, etc. Mais c'est aussi beaucoup les activités des enfants. Ouais. Aux États-Unis, il y a vraiment la culture du sport et un investissement énorme de temps et aussi d'argent des parents. Donc ça veut dire 4-5 fois par semaine les entraînements, que ce soit le foot, le basket, le tennis. Et puis pour faire des tournois, c'est très souvent des 4 heures de voiture ou des 2-3 heures d'avion pour aller, mais fréquemment, tous les mois ou tous les 2 mois. Ah ouais. Donc c'est assez intense, c'est un vrai commitment. Et culturellement, c'est aussi lié par rapport aux bourses universitaires, même si mathématiquement le calcul n'est pas
forcément bon quand tu te lances dans un sport comme le tennis et que tu vas dépenser 40-50 000 $ par an pendant 8 ans. Ça fait 400 000 $. Tu n'es pas sûr d'avoir une bourse universitaire et l'université coûte 200-300 000 $. Donc c'est pas un bon calcul pour moi, les gens qui font du tennis pour espérer avoir une bourse universitaire. Il faut faire du tennis parce que c'est quelque chose que tu aimes, parce que c'est des leçons de vie que tu vas prendre après, quoi qu'il en soit, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, des valeurs de travail, des valeurs d'envie, des valeurs d'adversité. Et puis si après tu peux faire l'université avec une bourse, super, et si tu peux être pro, encore mieux. Mais je trouve que quoi qu'il arrive, ce que tu apprends sur le terrain de tennis, c'est des choses que tu n'apprends pas ou ne peux pas apprendre à l'école. Et pour moi, c'est ça qui a le plus de valeur. Et puis avec tout ce qui est social media aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'avoir les enfants concentrés sur quelque chose qui ne soit pas un téléphone, une app, une vie virtuelle sur Snapchat et autres. Et donc le tennis, ça permet d'être tout le temps dans la réalité en fait, parce qu'il n'y a pas à moins d'être extrêmement talentueux, ce qui n'est pas le cas de 95% des joueurs, c'est surtout du travail et de la volonté. Donc la volonté, vous l'avez là, on est samedi matin et impossible de jouer plus d'une demi-heure, une heure sans qu'il pleuve. Et hier, on a fait 1h30 de route pour trouver un terrain de tennis au nord qui était à peu près sec. Et ce matin, tout était annulé, tout était trempé. Donc on a contacté mon ami Mickaël de Urban Indoor Soccer pour pouvoir jouer. C'est pas forcément le setup idéal, mais voilà, elles sont transpirantes, elles font de l'exercice, elles bougent bien. Ça fait travailler le jeu de jambes et mentalement, ça leur permet de rester dedans. Parce que je pense que là, ça fait quand même 5 jours que les joueurs n'ont pas eu de vrai entraînement, aucun. Et donc ça va jouer à celui qui mentalement et même au niveau musculaire aura su rester le plus dedans, plutôt que de s'enfoncer dans leur canapé ou sur leur téléphone. Voilà. Allez, direction le Tennis Center à Crandon Park, qui est une annexe de cette Junior Orange Bowl. Et c'est là où était joué le Miami Open, qui était à l'époque appelé Key Biscayne. De 87 à 2018, il a été inauguré en 94. Le central a une capacité de 13 800 places et c'est vraiment très très chouette de découvrir ce site en même temps que tout le reste. Mais bon, il est un petit peu dans son jus, ça vieillit pas forcément hyper bien, mais c'est toujours un plaisir d'être là et de vous le partager. Allez, on termine dans un petit tour à l'université de Miami au cours de tennis. Elle fait 17 000 étudiants. Elle coûte 57 000 $ l'année, rien que ça. Et on se fait un petit plaisir avec Luch, on va aller taper sur les cours. Let's go. Magnifique, une espèce de contraste de vert qui est sublime. L'équipe s'appelle donc les Miami Hurricanes. Et alors, à défaut de revenir faire une vidéo complète avec l'équipe, je vais vous montrer rapidement le stade, qui a un central avec des gradins, une capacité et tout, enfin, à l'américaine quoi. Et voilà les gars. Il doit y en avoir de l'ambiance sur les matchs décisifs au couteau. On va aller là-bas au fond. T'avais pris 6-0 ? Ici. Ouais, 6-0. T'avais pris ou t'avais mis ? J'avais pris 6-0. Ah ouais, dommage. Mention dommage. On y est les gars ? Bien joué Luch. Merci. Salopard. Est-ce qu'on la ferait pas la belle au Joko ? Et voilà les légendes, dernier run à Miami et on y va dans 1h30, retour en France. J'espère que ces découvertes vous ont plu, que vous avez un aperçu de Miami, même si j'aurais pu vous montrer beaucoup plus. Et évidemment, comme d'habitude, on peut toujours faire plus. Mais cette fois-ci, on a fait ce qu'on a pu avec la météo notamment. Je vous dis à très vite, j'ai passé une année de dingue, évidemment, c'était la folie. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer. Je rentre, on est le 20 décembre, quelque chose comme ça, je sais plus. Merci, bisous, salut.